Moi, je crois qu'il faut lire peu, mais lire bien. Ce qu'on choisit de lire, il vaut mieux être bien conseillé en effet, on va vraiment le maîtriser à fond. S'il fallait n'en choisir qu'un, on n'en choisira pas qu'un, mais si on était réduit à cette nécessité, un seul ouvrage qui sera un peu le manuel de la question. Alors j'ai comme ça un certain nombre de petites références que j'ai sélectionnées pour vous et qui pourraient être utiles et qui en même temps ne sont pas trop chronophages ni trop intimidantes. Rebonjour Frédéric. Bonjour Samir. Allez, nouvelle vidéo cette fois-ci après avoir détaillé le thème de Voter en France. On a fait une grosse introduction, le panorama des différentes dimensions de la thématique. On est reparti aujourd'hui pour une vidéo qui se veut un peu plus pragmatique. On parlera de comment se préparer, même en cette période de vacances scolaires Oui. pour les cagneux. On parlera aussi de l'importance de la lettre de cadrage pour les concours. On donnera des références très pratiques et utiles pour les étudiants dès maintenant pour pouvoir en savoir plus, creuser le sujet sans forcément se taper une bibliographie très exhaustive et très dense. Donc tous ces sujets seront vus dans cette vidéo. Tu es prêt ? Absolument. C'est parti. Pour commencer, on a vu que le sujet était assez vaste et avait son lot de surprises aussi. On a une lettre de cadrage chaque année qui va guider les étudiants, leur donner les premières billes et les premières pistes pour réfléchir à ce nouveau thème. Quelle doit être l'importance, la place aussi de cette lettre de cadrage pour les étudiants de classe préparatoire ? Alors, tu sais, cette lettre de cadrage, elle est importante pour une raison éminente et finalement un petit peu anecdotique aussi, c'est que c'est la lettre de cadrage du jury. Et donc, c'est la légitimité du jury qui infuse dans la lettre de cadrage. Alors, elle nous donne évidemment les arrière-pensées du jury, certaines arrière-pensées en tout cas, toute la dimension sociologique, toute la dimension anthropologique du vote. Bon, les préparateurs, faites-leur confiance, y auraient pensé de toute façon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette lettre, elle n'est pas un contrat, au sens où elle limiterait l'imagination du jury pour le sujet qui va être donné au printemps 2027. Alors, ils vont pas partir dans des dimensions extravagantes, ça n'arrive jamais. Le jury est globalement assez raisonnable, voire conservateur dans ses choix. Mais il faut pas imaginer que la lettre de cadrage recense l'entièreté des sujets possibles, même en filigrane. La seule loi de l'histoire, que ce soit la grande histoire ou l'histoire qu'on apprend en Cagne, c'est la loi de la surprise. Dans la lettre de cadrage, il y a une grande partie bibliographique. Souvent, les étudiants qui sont un peu scolaires ont eu une sorte de sentiment de sidération, comme le lapin dans les phares, face à la bibliographie avec ses manuels de 1000 pages, comme le Agulon Nouchi qui est proposé. La bibliographie, c'est le jury prend une posture académique, se fait plaisir, veut être admiré, défile sur le podium universitaire en disant « Regardez comme je suis savant, regardez, j'ai tout lu ». Peut-être que c'est vrai, on ne sait pas. Il faut vraiment en prendre et en laisser. Et à la limite, la bibliographie, c'est plus une ordonnance pour le professeur, pour votre professeur, que pour vous. Il faut être extrêmement sélectif, sachant que l'année, elle commence en septembre, et en fait, vous êtes malin, vous la commencez avec nous dès maintenant, mais elle se termine en tout cas fin mars pour l'écrit, donc ça dure 9 mois, et il y a 2 heures de cours, 2 heures de cours par semaine. Bien sûr, vous travaillez en amont, mais la bibliographie telle qu'elle est, c'est certainement pas une potion à ingurgiter telle qu'elle. C'est comme le Ricard, ça se dilue beaucoup. Il n'y a pas que l'histoire en plus, il y a des Bien sûr. bibliographies dans toutes les matières, donc si on s'amuse à tout lire, on s'en sort pas. Et on se décourage. Et on se décourage, exactement. Alors donc, on a compris cette partie bibliographique donne le vertige. Donc, est-ce que tu as des choses pour les étudiants, des petites solutions maintenant qu'on a abordé les... Moi, j'ai 2 types de Oui. solutions, Samir. C'est d'abord un choix extrêmement limitatif, qui peut paraître petit joueur, mais qui l'est pas, de 2-3 livres qu'on va effectivement lire, prendre en note. Moi, je crois qu'il faut lire peu, mais lire bien. Ce qu'on choisit de lire, il vaut mieux être bien conseillé en effet, on va vraiment
le maîtriser à fond. Première arme. Et deuxième solution que je propose, plutôt que des livres, des articles évidemment sourcés, référencés, hein, de bonne qualité. Ça peut être des choses relativement grand public, hein, comme des podcasts de Radio France. Ça peut être des articles universitaires qu'on va trouver sur des agrégateurs comme Cairn Info, mais des articles qui sont précis et qui sont assez courts et qu'on va avoir envie de lire pour cette raison d'ailleurs aussi. Alors, tu vois, par exemple, j'ai évoqué une première dimension du sujet qui est la dimension d'histoire politique et le jury nous propose, un très grand classique de l'histoire politique qui a été moult fois réédité. D'ailleurs, c'est un signe de son classicisme et de sa qualité, hein. Le Nouchy, Agulon, Olivézy, Shore. Bon, faut savoir que c'est un livre qui fait 992 pages, hein. Quand même. J'ai vérifié, hein. Je ne le sais pas de tête, mais j'ai vérifié sa pagination. C'est un pavé de 1000 pages, quoi. Qui peut lire ça, en Cagne? D'abord, vous ne partez pas de rien. Enfin, il serait très étonnant que vous n'ayez pas, des connaissances déjà, même fragmentaires et incomplètes, sur les régimes politiques depuis 1848, hein. Comme je le disais dans une autre de nos petites séquences, c'est un classique de l'enseignement de l'histoire en Hippocagne, en première année. Mais je crois qu'il faut viser, moi, l'efficacité et la suffisance, hein. On en parlait tout à l'heure, c'est l'optimum de Pareto. Ça sert à rien de charger la batterie électrique de la voiture entre 80 et 100 vu les efforts que ça représente et le temps qu'il faut pour ça. 80 ça suffit bien. Et mes 80 moi, ça serait, par exemple, un manuel chez Ellipse de Yannick Clavé, l'histoire de la France au 19e, 20e siècle, notamment entre les pages 89 et 319. Couvre bien la période. Alors, avant la page 89, c'est avant 1848. Il n'y a pas trop à s'en soucier, si ce n'est pour votre curiosité intellectuelle, dont je sais qu'elle est considérable. Mais il faut aller au minimum à partir de la page 89 jusqu'à la page 319. Je crois, Samir, qu'on redonnera les références, hein. Exactement, c'est ce que j'allais dire, mais tout est disponible en description, donc en lien cliquable, et vous avez aussi les vignettes qui apparaîtront, parce qu'on a différentes références évidemment à vous donner, donc voilà, vous pouvez avoir tout le loisir d'après de creuser, et on mettra les bonnes éditions à chaque fois. D'accord. Petite rectification, nous avons finalement fait le choix de regrouper l'ensemble des références citées dans cette vidéo hors ouvrage dans un seul et même document PDF qui est disponible en description. Vous y trouverez également le lien web de chaque source pour celles et ceux qui préféraient ne pas passer par ce support. Alors, tu vois l'avantage de ce livre, il n'est pas extraordinaire ce livre, mais comme on dit trivialement, il fait le job. Hein, c'est suffisant pour avoir les connaissances de base. Alors, il est un peu faible, un peu rapide sur le dernier quart de siècle, après 1974, le dernier quart du XXe siècle, mais toute la période 1848-1974 est bien présentée. Donc juste, je te coupe, Ouais. mais lecture active, Alors, c'est-à-dire lecture active, tout on à fait. fiche Ouais, un petit peu ce c'est ça. qu'on retient. Comme on va choisir des livres assez courts, qu'on va en choisir un seul, on va le bachoter ce livre. C'est-à-dire qu'il n'est pas admissible qu'un étudiant se présente au concours en, je sais pas moi, en ignorant que la, Seconde République se termine seulement en 1852, bien que le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte soit à la fin de l'année 1851. Pendant 1 an, il est prince-président. Il a modifié la constitution en janvier 52 pour porter son mandat à une durée de 10 ans, hein, c'est plus confortable. Bon, ouais, c'est ce genre de choses. Et même, le fait que la Ve République n'acquiert sa véritable nature, je pense que vous le savez tous ça, qu'en 1962, lors du référendum qui, instaure l'élection du président de la République, au suffrage universel. Le premier suffrage sera 3 ans plus tard, en 1965, le premier scrutin. Bon, des choses comme ça, il faut les savoir. On peut rien faire sans, hein, c'est comme la musique, hein. Si on ne connaît pas, son solfège, on peut pas faire de la musique, en tout cas classique. Et puis, bien sûr, il y a le thème précis du vote. Alors là-dessus, heu, la biographie est quand même précieuse et nous renvoie vers ce qui est pour moi presque, s'il fallait n'en choisir qu'un, on n'en choisira pas qu'un, mais si on était réduit à cette nécessité, un seul ouvrage qui sera un peu le manuel de la question, c'est le livre d'Alain Garrigou, Histoire sociale du suffrage universel en France, 1848-2000. Ça a été publié précisément en 2002, tiens, hein. Évidemment, l'année butoir, Bien sûr. du programme. Ça fait 370 pages, bon, d'accord, mais ça traite le sujet. On est accru sur le sujet là, hein, comme on dit, monter un cheval accru.
Il faut vraiment prendre ce livre et là aussi, comme tu le disais Samir, lecture active, c'est-à-dire on lit un stylo à la main, on prend des notes, on prend pas tout en notes, mais on prend des notes, on va noter des concepts, on va, par exemple, vote protestataire ou vote tribunicien, on va prendre en note certains noms propres, à la fois des acteurs de l'histoire, hein, heu, par exemple, heu, Mitterrand ou Tardieu sous la Troisième République, qui milite pour un élargissement des pouvoirs du président de la République et peut-être même une élection du président de la République, au suffrage universel. Alors dans les années 20, dans les années 30, c'est assez, révolutionnaire, hein. En tout cas, ça rappelle des mauvais souvenirs à certains républicains. On va noter également, des noms d'auteurs. C'est-à-dire que Garrigou ou tout autre, historien, professionnel, quand il, rédige un essai, il va faire allusion à d'autres ouvrages, à d'autres essais, à des articles et une bonne dissertation au concours, il doit y avoir non seulement, et ça vous vous en doutez, des personnages historiques, hein, de la séquence que j'appelle les acteurs, hein, les protagonistes de l'histoire. Mais il faut aussi citer, et c'est la grande différence avec une copie du secondaire ou même une copie d'Hippocagne, hein, on n'insiste pas beaucoup là-dessus, il faut citer des auteurs, hein. Pas pour faire, comme on dit, trivialement du name dropping, mais simplement pour montrer que on a une connaissance de l'historiographie du sujet, c'est-à-dire de la suite, de la réflexion historique sur le thème. Voilà. Notons également l'approche qui peut être complémentaire et très intéressante d'un livre publié cette année, et évidemment, je ne pense pas que cela soit totalement un hasard. Il a été publié en janvier, le programme n'était pas encore sorti, mais c'est un universitaire qui l'a rédigé. Et bon, il y a certaines informations qui circulent. C'est le livre de Laurent Le Gall, qui a écrit À voter, une histoire d'élection. À voter, une histoire d'élection. C'est un ouvrage qui a une approche qui est très, iconoclaste, hein, en tout cas, assez peu conforme à ce qu'on s'attend à trouver dans un manuel ou dans un livre universitaire. C'est pas un manuel, c'est un livre, un essai. On a 6 brèves, vignettes historiques qui apparaissent un petit peu comme ça anecdotiques et qui vont évoquer une chanson des années 20, un documentaire de Raymond Depardon sur la campagne présidentielle de 1974 et en partant comme ça de ce petit chromo, de ce petit, instantané, le thème qui est abordé va être développé, approfondi, on va revenir dans le passé. Enfin, c'est une approche qui est très séduisante, qui est très vivante et que je recommande. C'est un moyen de se faire une culture générale comme cela, assez facilement et assez confortablement. C'est remarquable notamment sur, tout un volet qui correspond à la partie, anthropologie du suffrage, l'acculturation du vote comme rituel, mais aussi l'essor, on n'en a pas parlé, lors de notre précédente petite séquence, des fraudes, de la fraude électorale, des manipulations électorales, hein, du bourrage des urnes, du principe, qui consiste à faire voter les morts, dans certaines circonscriptions corses, des choses comme ça, hein. Voilà pour les livres, je dirais, qu'on peut essayer, sur lesquels il faut se concentrer. C'est pas la peine, de se livrer à une sorte de délire encyclopédique. C'est le meilleur moyen de se Bien décourager, sûr. hein. Moi, je suis pour une approche sujet. Dans ma classe de Cagne, je ne traite que des sujets que j'estime à tort ou à raison, parfois avec raison, comme probables, possibles, plausibles. Et je fais pas, je ne suis pas là pour paraphraser un livre, hein. Les étudiants, ben, comme leur nom l'indique, hein, ils peuvent étudier en dehors de ma présence. En revanche, je leur suis nécessaire pour, traiter des sujets. Alors j'ai comme ça un certain nombre de petites références que j'ai sélectionnées pour vous et qui pourraient être utiles et qui en même temps ne sont pas trop chronophages ni trop intimidantes. Ces références, hein, comme pour, les livres que je viens de citer, vous les trouverez, dans notre, vidéo, hein, en incrustation. C'est bien ça Tout à Samir, hein, fait, c'est ça. alors d'abord, il y a un excellent site que vous connaissez sûrement, qui est le site Vie Publique, et qui présente, le vocabulaire et les réalités techniques du vote. Quelle est la différence entre, les différents scrutins, les différents suffrages, la différence entre le mot scrutin et le mot suffrage d'ailleurs, hein, c'est pas la même chose. Les différents systèmes électoraux, ce qu'on a évoqué tout à l'heure ou l'autre fois à propos, par exemple de la grande bifurcation entre la proportionnelle et le scrutin majoritaire, hein, qui ont
avec des panachages possibles entre les 2. Vie publique. C'est très synthétique, très pédagogique, avec des points, hein. Bon. Ensuite, toujours sur les différents modes de scrutin, il y a un cours de droit qui est mis en ligne et actualisé par une passionnée, coursdedroit.net. C'est très bien fait sur les différents modes de scrutin. Là, on a l'approche plus approfondie, hein, le droit public, le droit constitutionnel. Mais c'est très lisible en même temps, hein, c'est pas du tout hors sujet par rapport à nos préoccupations. Deuxième référence, donc, bien établir les bases, le vocabulaire, il ne faut pas se tromper, il faut bien identifier les différents élus, les différentes élections, la différence entre les élections au conseil général aujourd'hui, qu'on appelle maintenant le conseil départemental, alors qu'il y a quelques années encore, on parlait du conseil général, hein. Lorsque j'évoque parfois les élections cantonales, mes étudiants me comprennent plus, hein. Bon. Troisième référence que j'aimerais donner, c'est le décret du 5 mars 1848 qui instaure l'élection au suffrage universel, hein. Il faut bien lire ce décret et en regard, on peut lire un extrait des mémoires d'Alexis de Tocqueville, qui a été un des concepteurs de la Constitution de 1848, hein, et qui a notamment inspiré par son expérience américaine l'élection d'un président de la République pour 4 ans, hein. Il y avait évidemment la rémanence quasiment au sens optique du système américain. Les mémoires de Tocqueville, où Tocqueville raconte la première élection auquel ont participé les habitants de son village. Et c'est assez étonnant de voir comment les habitants se tournent vers lui pour savoir pour qui il faut voter, hein. Les habitudes démocratiques sont longues à prendre. Vous trouverez ça sous un site qui s'appelle Stratégie Archive et dont la référence sera clairement identifiée. Quatrième petit focus, comment expliquer le succès électoral de Louis-Napoléon Bonaparte en décembre 1848. Le premier président de la République, il a été élu avec 70% des suffrages, hein, avec pour adversaire quelqu'un comme Eugène Cavaignac, qui avait donné toute satisfaction aux bourgeois de province en réprimant l'insurrection de juin 48 à Paris, ou le poète Alphonse de Lamartine, qui pensait être élu triomphalement d'ailleurs et qui a fait 5%. Enfin, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais c'était assez humiliant pour lui, son score électoral. Donc, il y a un article que j'ai trouvé remarquable. Comment expliquer le succès électoral de Louis-Napoléon Bonaparte en décembre 1848? Louis-Napoléon Bonaparte, qui est le neveu d'un autocrate, hein, Napoléon Ier, et qui promet en 1852, dans le discours de Bordeaux, une fois qu'il a été élu président et fait son coup d'État, l'Empire, c'est la paix. Parce que le candidat Louis-Napoléon Bonaparte, il a dû quand même faire avec un héritage qui est extrêmement encombrant, c'est le souvenir, hein, de la guerre, de la conscription, des impôts stratosphériques que son oncle a imposés au peuple français pendant les quasiment 10 ans de son principat. Là, c'était difficile c'est vraiment un coup de génie du marketing électoral de se faire élire lorsque on a un tel passé qui peut être un passif aussi, hein. Donc vous trouverez ça sur le site Eduscol, qui est un site de l'éducation nationale tout à fait remarquable, hein, avec notamment beaucoup d'autres articles. J'ai sélectionné celui-ci, mais vous pourrez en trouver d'autres afférents à notre programme. Le 5e petit focus que je proposerai volontiers est un graphique très bien fait, très éclairant, sur les grandes étapes de l'acquisition du droit de vote en France par les différentes catégories de la population qu'on a évoquées lors de notre premier entretien, Samir, hein, les femmes, les étrangers, les jeunes lorsque la majorité a été abaissée de 21 à 18 ans, les étrangers communautaires bien sûr, les militaires. Et donc il y a là vraiment un graphique qui est un instrument de travail tout à fait pratique pour mémoriser tout ça. Sur le site AG Sempe, qui est un site fait par un collègue, hein, qui est enseignant, qui travaille surtout pour le collège, mais qui du coup simplifie de manière remarquable
des choses très complexes, hein, pour des collégiens. Hem, Autre chose, très, importante, un véritable, moment climatérique du programme, entre 1945 et 1947, nous avons une sorte d'éclosion démocratique avec, entre avril 45, c'est un fait inédit ça, hein, dans l'histoire contemporaine, et octobre 47, il y a 18 mois, il va y avoir 11 scrutins. Si on compte les différents tours, par exemple des élections municipales du printemps 45. 11 fois les électeurs sont convoqués aux urnes en 18 mois. Ah, dans une France où, il faut se l'imaginer, il y a encore le rationnement qui ne disparaît pas avec la libération, où, tous les prisonniers ne sont pas encore rentrés, ils vont rentrer progressivement, les survivants, une France extrêmement désorganisée. Eh bien, il y a une sorte comme cela de formidable appétit, pour le vote, hein. Il est vrai qu'on en a été privé très longtemps. Le dernier scrutin avant 1945 remonte à 1936. C'est la chambre du Front populaire, hein, celle qui vote aussi les pleins pouvoirs à Pétain en 1940. Mais il n'y a pas eu d'autres élections. Évidemment, le régime de Vichy n'en a pas organisé. Donc vous avez là, heu, toujours, heu, sur le même site, HG Sempa Sempe, je sais pas si on dit Senpai ou Sempe, Sempe je pense. Vous avez, là aussi une frise chronologique qui situe sur ces 18 mois les différents scrutins, précisément, les nommant, les identifiant. On sait bien sûr que durant cette période, pour la première fois, les femmes également sont appelées à voter et à se présenter. Alors bien sûr, le point suivant concerne une élection, dont il a guère été question depuis, 1848, c'est l'élection du président de la République. En 1848, l'ensemble des Français de sexe masculin, âgés de plus de 21 ans, est appelé à voter pour, l'élection présidentielle pour, l'un des candidats, on les a évoqués tout à l'heure, hein, Louis-Napoléon Bonaparte rafle la mise avec 70 des voix. Après, les Français sont un peu dépossédés de cette élection, parce que c'est un mécanisme qui est interne, à l'État républicain, qui concerne sous la Troisième République les seuls, les seuls élus, les seuls, élus de la nation que sont les députés et les sénateurs. Mais c'est une élection au suffrage universel indirect. Donc c'est pas un événement national. C'est pas un événement, majeur qui surplombe complètement le calendrier électoral comme va l'être le scrutin présidentiel à partir de 1965. C'est l'histoire de ces différentes élections sous la Ve République que nous propose à nouveau le site Vie publique, l'élection du président au suffrage universel, quel bilan, hein, sur tout le dernier tiers du XXe siècle finalement, hein, de 1965 à, je crois que ça va jusqu'à 2002, et au-delà bien sûr, hein, ça a été actualisé. Et donc une réflexion sur cette, heu, exception démocratique avec les États-Unis, et encore aux États-Unis, les électeurs votent indirectement pour des grands électeurs qui ensuite, de manière contrainte et obligée, vont se prononcer pour le candidat, envers lequel ils se sont engagés, hein. Mais l'élection présidentielle, cette, heu, ce mélange à la fois de thaumaturgie quasiment royale et de mécanismes démocratiques, c'est une exception française, hein. En Angleterre, en Espagne, en Allemagne, soit il y a pas de président de la République, hein, il y en a un en Allemagne, mais là où il existe, il n'est pas élu par les citoyens, et d'ailleurs, le serait-il? Il a aucun pouvoir, hein, quasiment. C'est une reine d'Angleterre, le président de la RFA. Bon. Donc vous avez ce site Vie publique, hein, qui propose, dans un article intitulé «Paroles d'experts», un bilan de cette élection, présidentielle en France depuis 1965, et une réflexion sur ce que cela nous dit, de notre démocratie, hein, qui est une forme, comme l'a dit Maurice Duverger, de monarchie républicaine, hein. Un monarque républicain qu'est le président, avec son droit de grâce, avec, son rôle de chef des armées, et même de thaumaturge, hein, avec l'arme nucléaire, hein. Il peut déclencher l'apocalypse nucléaire si ça lui chante. Ouais. Hem, Toujours sur ce sujet, un article de très grande qualité du journal Les Échos,
Petite histoire des présidentielles en France depuis 1965, hein, où on apprend beaucoup de choses. C'est un article très fouillé qui est en accès libre. En tout cas, il l'était quand j'ai vérifié. Vous avez, aussi, une étude, une monographie sur cette, élection très particulière qui a été l'élection présidentielle de 2002, qui est à la fois le terme de notre programme. À noter aussi que l'élection législative, qui suit, fait aussi partie du programme. Il ne faut pas la négliger celle-là, la législative de 2002. Cette présidentielle qui a vu, le Front national arriver au second tour, avec, très peu d'avance, mais ça a suffi sur le candidat socialiste au premier tour, hein. Je crois que Jean-Marie Le Pen, précédait de 0,5 points, Lionel Jospin, qui d'ailleurs, écœurait, sur ses entrefaites, choisit de quitter la vie politique, hein, carrément. Eh bien, les résultats de la présidentielle, la date, le contexte, le second tour, toutes les archives sont exploitées, explorées par, un article du site, politiquement.org, hein, que je trouve très intéressant pour cette fin de programme. Toujours sur cette élection, tout à fait, déterminante, qui a été un tournant de la vie politique de la Ve République, il y a un podcast remarquable, tiré donc du site, de France Inter, dans le groupe Radio France, l'élection présidentielle de 2002. Vous avez, tout un podcast qui remet cette, élection en perspective avec les élections précédentes, du général de Gaulle à Jacques Chirac, lors de son élection, de 1995. Alors, Samir, on va peut-être s'arrêter là pour cette fois-ci, mais il y a beaucoup d'autres articles que l'on peut fournir à, nos amis qui nous regardent en ce moment, hein. C'est une première sélection Bien sûr. pour débuter. Ouais. Une D'ailleurs, moi, initiation. je me mets à leur place Ouais. et j'ai quelques questions. Mais je t'en prie. Alors la première, c'est, d'un point de vue pratique. Ouais. C'est-à-dire qu'on a ces 3 bouquins, pardon, qui vont être importants à lire, à comprendre, à ficher, et ces différents articles aussi qui vont être, de bons compléments. Tu conseillerais, de s'y prendre comment? C'est-à-dire que là, on voit déjà que les articles respectent une certaine hiérarchie, une certaine chronologie, Ouais. avec, du vocabulaire au début, ou en tout cas de la compréhension de termes, et progressivement on avance, hein, sur la période. Donc est-ce que c'est la bonne façon de fonctionner pour les étudiants? Est-ce que tu conseillerais d'abord de se mettre cet été, par exemple, sur les bouquins et d'utiliser ces articles en complément au fil de l'année avec les professeurs? Enfin, Bien d'un sûr. point de vue pratique peut-être. D'un point de vue pratique, tu sais, je vais être décevant. Je crois qu'il faut commencer par, ce qui vous fait envie ou ce qui vous apparaît le moins fastidieux. Si dans la torpeur de l'été et les vagues de canicule, que nous subissons, la lecture d'un livre de 400 pages paraît, quelque chose d'infaisable, ben, il faut pas le faire. Il faut pas le faire parce que on va s'en dégoûter, on va s'en détourner, il va vous tomber des mains ce livre, et c'est le meilleur moyen, en fait, de ne rien retenir. Il faut commencer par, des petits akouskis, par des petits apéritifs, tu vois? Et effectivement, je crois que ces petits articles, ces petits podcasts sont un bon moyen, de s'initier au sujet, au programme. Puis à un moment donné, on va se dire: «Bon, c'est bien beau tout ça, mais il me manque quand même une vue d'ensemble. Il me manque, un texte de référence». C'est peut-être là qu'il faut aborder les livres. En tout cas, s'il y a un conseil qu'on peut donner, c'est, en histoire comme dans les autres matières, c'est de pas attendre septembre pour s'y mettre, hein. Il y a un effet de levier dans le travail. Plus on commence tôt, plus la force exercée par le levier est grande. Et en septembre, octobre, novembre, il va y avoir le choc de la cagne de toutes les matières, hein, qui reviennent comme en hypocagne, et puis les DST, les cols, les concours blancs. Plus on commence tôt, plus il sera, aisé de s'y mettre. Et donc moi, je crois qu'il faut commencer peut-être par les petites références, que je viens de donner, puis nous en fournirons d'autres comme je le Bien sûr. suggérais. Et puis l'appétit vient en mangeant, et puis à un moment, on va se dire, ce moment viendra assez tôt, espérons-le, voilà, il faut maintenant que, je lise avec le stylo à la main, un des 3 grands livres que, Frédéric Besset nous a conseillé, peut-être, hein, le manuel d'histoire et l'autre livre d'Alain Garrigou, qui est vraiment centré sur, le sujet, hein. Ça, c'est important. C'est important, et évidemment, tu le disais tout à l'heure, et c'est le principe aussi, chez Mission Prépa. Nous, le gros du travail qu'on fait avec les étudiants, c'est la pratique sur les sujets, la méthode. Mmh. Évidemment que ça suffit pas. C'est-à-dire qu'après,
il faudra s'entraîner et c'est en s'entraînant qu'on progresse Ouais. aussi. Arrivé au concours, on a souvent l'habitude de dire qu'à la fin, bon, bah, on aura tous la même boîte à outils et on se distinguera pas uniquement sur le cours. Et oui, parce que finalement, bon, le cours, tous les préparateurs sérieux vont faire plus ou moins la même chose, hein, plus ou moins. Hem, mais je crois que la différence, elle se fait sur la façon dont on, aborde le programme. Soit on l'aborde par le haut, fait un cours magistral et bon, je connais des collègues, hein, qui sont de très bons enseignants qui font ça. Un cours magistral, bon, qui sont des gens qui ont énormément lu, qui ont absorbé une grande partie de la bibliographie. Parfois, le programme tombe sur un de leurs domaines de prédilection, ils connaissent ça très bien. Moi, par exemple, faut pas me lancer sur l'histoire maritime du XVIIIe siècle, c'est quelque chose que je connais très, très bien et là, je serais, certainement susceptible de me faire plaisir, Bien sûr. hein, en faisant du cours, en faisant le show. Mais je crois que le bon enseignant, c'est celui qui se met au service de ses élèves, en traitant finalement, de ce dont les élèves ont besoin. Ils ont besoin qu'on leur fasse des sujets de concours. Et moi, j'ai une approche, non pas par le haut, mais de manière un peu inductionniste ou inductiviste, on dit les 2, je crois. On part du particulier pour aller au général, on va retrouver du cours des connaissances générales, mais à travers, l'enjeu d'un libellé, l'enjeu d'un sujet. Moi, tous mes cours en Cagne, il y a peut-être certains de mes étudiants qui nous écoutent et ils se diront peut-être que je dis la vérité là. Je fournis en fait un sujet puis je le traite. Alors, bien sûr, il y a les DST, les concours blancs qu'on corrige longuement et puis il y a d'autres sujets qui sont pas donnés en concours blanc et que je vais traiter. Alors des sujets adaptés au programme. Je sais pas si tu souhaites, Samir, que nous en parlions tout de suite de ces Et bah, ça de ces donnera sujets? ce sera l'objet d'un Ouais, nouvel épisode, voilà, le dernier de la série pour l'instant. Évidemment, on aura l'occasion bien sûr. de poursuivre la démarche. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on t'a accueilli et que vraiment on est très content de t'avoir aussi avec nous et tu auras l'occasion d'enseigner aussi cette année avec nous pour, nos Bien étudiants qui sûr. préparent les concours, pour Normal notamment. C'est ce travail pratique, ce travail sur des sujets et l'importance aussi de la méthode parce qu'à la Ouais. fin, on a Ouais, des beaucoup choses comme voilà. combien de citations, par quoi on commence le préambule, l'accroche de l'introduction, je disais tout à l'heure, je sais pas si, on en parlait avant le début de la conférence, qu'il fallait, surtout pas faire d'allusion, à Bien sûr. l'actualité, des allusions un peu militantes, forcément maladroites, on sait jamais qui est-ce qui vous lit et puis même, c'est pas le jeu de la dissertation, qu'il faut citer, ça je l'ai évoqué il y a quelques secondes, à la fois des protagonistes de l'histoire, mais aussi des auteurs. Comment citer un auteur sans donner l'impression, en fait, qu'en réalité, c'est juste du plaquage, hein, comme on dit, du plaqué-or. C'est ça. Voilà. Et c'est quelque chose parfois de contre-intuitif. On se dit: «Pour réussir ces concours, il faut que je lise tout, Mmh. que je comprenne mon cours totalement, que je retienne tout». Mais c'est pas qu'un exercice de mémorisation et ça en est même pas vraiment qu'un. Donc c'est important de le dire et je pense et Ouais, j'étais content d'en parler aussi mais avec je suis toi. très bien que tu abordes cet aspect, parce que moi, je dis souvent à mes étudiants, hem, réussir ne nécessite pas de souffrir. On peut très bien souffrir et réussir, mais on peut aussi et généralement d'ailleurs c'est, une bien meilleure garantie, réussir sans souffrir. La souffrance est aussi une manière d'anticiper l'échec et de dire à l'être qu'on sera plus tard ou à ses proches: «Ah ouais, beh, j'ai échoué, mais beh, évidemment je savais que j'allais échouer, mais qu'est-ce que j'en ai bavé!» Bien sûr, hein et c'est une manière en quelque sorte de se pour se rassurer. réconforter et d'obtenir une sorte de bénéfice secondaire, hein. «Oh le pauvre, ah il a échoué, il a pas été admissible, mais alors qu'est-ce qu'il a travaillé la nuit? Il a pas dormi de la nuit, hein, pendant 1 an!» Non, mais c'est tout à fait ça. Alors Ouais, on dit pas qu'il y a pas de travail, évidemment qu'il va falloir travailler ouais, mais dans la bonne direction et tu parlais de l'optimum de Pareto, le 80-20 quoi. On se concentre sur les 20 qui nous ouais, rapportent le 80 ouais. de et c'est d'ailleurs ce qu'on essaye de faire avec ces différentes capsules. J'espère qu'en tout cas que nos auditeurs ont pu apprécier, ces moments avec toi qui sont, je pense, assez précieux en cette période de vacances pour eux. On aura l'occasion de revenir, sur des sujets pour la prochaine édition donc restez bien connectés, on reviendra sur des sujets clés qui te paraissent les plus importants, c'est ça? Avec plaisir Samir. À très vite.